Salut bande de thon rouge. Et là je vous vois bien faire les malins avec vos 500 amis Facebook. Facebook c'est en train de devenir vraiment complètement une sorte de nouveau MySpace, hein, c'est marrant. Bref, je dérive. En tout cas, peut-être que vous faites partie de ceux qu'on invite régulièrement aux soirées, ou que la réputation vous ouvre plein de portes. Et moi, j'ai déjà été top commentaire sur une vidéo YouTube. Eh bien écoute, bravo, c'est très bien. C'est de la merde. Mais désolé, parce qu'aujourd'hui, cela ne va pas suffire. Et là, si je vous dis animaux célèbres, vous allez peut-être me dire, bah ouais, la chienne Laïka, le premier être vivant à aller dans l'espace, ou même notre cher ami le pigeon héroïque dont on a déjà parlé en vidéo. Mais il existe plein d'autres bestioles au palmarès impressionnant et qui sont plus célèbres que vous. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais pas de panique, puisque pour vous consoler, vous pouvez avoir accès à des gourdes Air Up. Attends une minute, ce serait pas justement le sponsor de cette vidéo ? Oui, c'est cela. Là, il y a quelques produits que je vais pouvoir tester avec vous. En fait, du coup, le principe de Air Up, justement, c'est hyper intéressant puisque vous avez une gourde avec simplement de l'eau. C'est de l'eau. Et avec une sorte de pod que je vais greffer dessus, je vais pouvoir aromatiser l'eau, vous allez voir. C'est hyper ingénieux comme principe. Mangue passion, citron, noix de coco, pêche glacée. On va tester par exemple avec la noix de coco douce. Typiquement, ça c'est un pod et c'est ce qui va donner de l'odeur à l'eau. Attends, c'est pas des gourdes à la base ? Pourquoi tu parles d'odeur d'un coup ? Bah justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec Air Up, vous buvez uniquement de l'eau. Il faut que je l'enfonce bien comme ça. Voilà, là c'est fixé. Et donc du coup en fait grâce à de la rétro-olfaction, ça vous donne l'impression de boire une sorte de sirop ou d'eau aromatisée. Alors que c'est juste de l'eau encore une fois. C'est ça qui est fou. Et en gros pour faire simple, le pod qui est ici va libérer des microbules aromatisées et le cerveau croit que ça va être le goût directement de l'eau. Démonstration j'ai envie de dire. On a une eau du coup qui a une odeur de noix de coco. En vrai, du coup, quand même, l'avantage, c'est que ça reste de l'eau, donc il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'additifs ou ce genre de choses. Ça va être juste, du coup, des microbules, quoi. Ah, ok. Mais si je veux un goût coca, par exemple, ça existe ? Bah ouais, c'est possible. Vous pouvez mettre un parfum coca. Et d'ailleurs, ça fonctionne encore mieux avec de l'eau gazeuse, donc nickel. En fait, vous avez 27 saveurs différentes et vous avez des trucs classiques comme pêche ou même des trucs plus inattendus comme goût café. Alors, il y a différentes couleurs au niveau des gourdes. Vous pouvez avoir un truc plus sobre en noir. Mais cela dit, celle-là, elle est un peu différente puisque c'est une thermos, donc vous allez pouvoir garder du coup du chaud ou du froid dedans. Le pod, je le mets directement sur la gourde. Ok. Du coup, il y a une odeur de citron maintenant. C'est incroyable, mec. Bref, il y a plusieurs couleurs. Celle-là, je vous ai montré. Il y en a même en acier inoxydable. Et les pods, très importants, mais ils sont recyclables. C'est très simple à utiliser. Et si vous-même vous voulez tester, j'ai un petit code de réduction de 15% qui s'affiche juste ici, qui est valable pour les gourdes Air Up, et ce jusqu'au 31 décembre. Donc faites-vous plaisir pour les fêtes de fin d'année, si vous voulez. Et nous, on revient à nos moutons ou d'autres bestioles, puisque tout ça, ça va être de la célébrité. Et du coup, pour une fois, on va raconter des histoires improbables, non pas d'humains, mais d'animaux. Et là, leurs 5 destinées ont clairement marqué les esprits jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit un cheval, un orque, un âne, un poulpe et encore un cheval. Il y a 2 chevaux. Eh bien, on va voir 5 récits étonnants d'animaux bien plus famous que vous. Hans le malin. Bon là, retour en arrière, plus précisément au début du XXe siècle. Et là, il existe un cheval allemand qui semble assez particulier puisqu'il est connu dans le monde entier. Parce que ce cheval, il est capable de faire des additions, des soustractions, de multiplier ou même de diviser. Ou même encore de lire, d'épeler des mots, et il connaît même le calendrier par cœur. Il a un petit nom, ce cheval, il s'appelle Hans le malin. C'est bien gentil tout ça, mais perso, j'ai jamais vu un cheval qui sait parler. Oui, tout à fait, Ariane. Mais prenons un exemple. Si tu demandes à Hans de calculer 3 divisé par 6 plus 2 divisé par 5, eh bien Hans va te répondre en 2 étapes. 9 coups de sabot, puis 10 coups pour répondre 0,9. En plus d'être plus célèbre que vous, il arrive à mieux compter, parce que moi je ne connaissais pas la réponse. Et par contre, quand il s'agissait des mots, eh bien là il pointait un tableau avec des lettres de l'alphabet afin de former du coup des mots. C'est ouf comment il a appris tout ça. Eh bien en fait, son proprio, Wilhelm von Holsten, était un ancien prof de maths. Et lui, il pensait pouvoir éduquer les animaux comme des enfants. Et du coup, ce type, il avait un chat, un ours, un cheval. Du coup, en gros, c'était un peu un cirque chez lui. Mais bref, il abandonne vite avec le chat et l'ours, qui s'en foutent un peu trop des maths. Mais par contre, avec son cheval, Hans, là, il voit vraiment qu'il y a du potentiel. Et il voit peut-être même un intello en lui. Après 4 ans d'apprentissage, ça fonctionne. Hans arrive à calculer, même épeler des mots. Et même
répondre oui ou non en secouant la tête. Et là, ça va être le début pour lui des représentations, pour prouver que son cheval était génial. D'abord, les gens venaient chez lui, puis ensuite, lui, il allait en tournée dans toute l'Allemagne. Et là, c'est la folie. Tout le monde se demande, est-ce que les animaux sont conscients et intelligents? Ou peut-être qu'il y aurait une tricherie derrière. Bah forcément, sinon ça se saurait que les chevaux peuvent calculer. Bon. En tout cas, un groupe d'experts un peu vénères se dit la même chose. Et du coup, ils décident de tester eux-mêmes le cheval pour trouver l'astuce. Et là, bon, un plot twist, hein, mais Hans continue de réussir tous les exercices, même sans son maître. Bon, là, les gars, ils sont un peu décontenancés, ils se disent, mais merde, c'est pas possible. Et du coup, ils concluent que, bah oui, Hans est capable de résoudre tous ces exercices complexes, tout seul, comme un grand. Mais bon, ça continue de faire débat et ça suscite quand même pas mal de curiosité, tout ça. Et du coup, bah, les experts sont accusés d'avoir manqué de rigueur. Et c'est là, donc, que débarque le psychologue Oskar Pfungst. Et cette fois-ci, Oskar et un acolyte, Karl Stumpf, imaginent un nouveau protocole très strict afin de tester les capacités de Hans. Et finalement, un nouveau verdict tombe, Hans n'arrive à donner la bonne réponse que s'il voit la personne qui l'interroge. En fait, depuis le début, le cheval ne répondait pas aux questions, mais avait un incroyable sens de l'observation. C'est la première fois de l'histoire qu'on teste un animal avec des méthodes expérimentales sophistiquées. Voilà, donc oui, Hans ne savait pas vraiment lire et compter. Je suis déçu. Mais il distinguait quand même les petits changements de posture et les expressions faciales des gens. Ah merde, je me suis foutu. Oh, il avait un cheveu. Et du coup, en fait, dès qu'il approchait de la bonne réponse, bah comme il voyait ces micro-expressions, un petit peu à la Fabien Olicard, Je pense que tu es passionné de tatouage, voire tatoueuse. Tatoueuse. bah il détectait quand il s'approchait du but et ça lui permettait de savoir. Ok, c'était un cheval mentaliste en fait. Bah oui, voilà. Alors bon, du coup, il savait pas calculer ce genre de choses, mais bon, être capable de lire aussi bien les expressions du visage, chapeau quand même. Et d'ailleurs, bah, cet événement a même relancé le débat sur la conscience animale. Ça avait généré d'ailleurs pas mal d'études de psychologie, et ça a même permis, je vous le dis, hein, de donner un effet à ça. Ça s'appelle l'effet Hans le malin en psychologie, et c'est lorsque vos attentes vont influencer le comportement des autres. Typiquement, si vous êtes sympa avec quelqu'un, le fait d'être sympa, ça va l'aider à réussir plus vite, quoi. Paul le poulpe. Quel est le rapport entre un poulpe et la Coupe du Monde du football? Bonne question. Bonne question. Bah, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, parce que cette histoire a eu lieu entre 2008 et 2010, et là, bah, on retourne en Allemagne, mais cette fois-ci dans le milieu aquatique. Et dans un aquarium, au milieu de toutes les espèces exposées, bah, y a un petit réservoir qui attire l'attention. Et à l'intérieur, on voit un jeune poulpe qui regarde très étrangement les visiteurs. Au point que, d'ailleurs, certains visiteurs cherchent à lui trouver des talents. Et c'est ainsi comme ça que Paul va prédire une première fois l'avenir. Il va deviner que l'Allemagne va gagner contre la Pologne lors du championnat d'Europe de 2008. Bah, ils avaient une chance sur deux en même temps. Ouais, en même temps, c'est vrai que 50% de chance, ça va, quoi. Pas d'autres animaux l'auraient fait. D'ailleurs, je vous le dis, mais il a fait une autre prédiction, et à sa deuxième, il s'est trompé. Donc comme ça, bon bah, c'est le hasard. Mais hasard de dingue. Mais cela dit, les curieux vont poursuivre leur expérience. Et ensuite, bah, Paul, le poulpe, va enchaîner 3 prédictions correctes. Là, c'est un peu plus dur. C'est toujours possible avec le hasard, hein. Vraiment, ça fait qu'une chance sur 8. Bon, c'est pas non plus si ouf. Mais en tout cas, à chaque fois, je vous le dis, mais il choisit l'Allemagne. Et c'est l'Allemagne qui gagne. Du coup, là, les gens ils se disent, ah, c'est peut-être bizarre, mais ce petit poulpe, peut-être il porte chance. Et finalement, bah, tout ça, ça nous conduit à la finale du championnat, où il se trompe en prédisant que ça va être l'Allemagne qui gagne. C'est un peu bancal tout ça. Et comment on savait le pays qu'il choisissait? Alors là, c'est très simple en fait. Avant chaque match, on lui donnait 2 boîtes avec sa bouffe préférée. Et dans chacune des boîtes, il y avait le drapeau d'un pays dessus. Et du coup, bah, la première boîte qu'il ouvrait était celle du pays vainqueur du match, hein, selon lui. Alors, entre nous, quand même, on va être clair, le protocole scientifique était pas ouf, hein, je veux dire. T'aurais pu mettre des boîtes de raviolis et puis des chiffres random, enfin ça n'aurait pas été différent, quoi. Mais bon, l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en 2010, là, cette fois-ci, c'est la Coupe du Monde de foot, et les fans n'ont pas oublié ce petit poulpe, vous voyez. Et c'est cette fois-ci que Paul va rentrer dans la légende. Il fait 8 prédictions, donc avec ce protocole scientifique de ouf, hein, mais toutes sont justes, y compris même la victoire de l'Espagne contre les Pays-Bas en finale. Alors bon, réussir 8 fois d'affilée, du coup, à pile ou face, en gros, vous avez qu'une chance sur 256 que ça soit vrai. Bon, globalement, du coup, il a eu soit du bol, soit il était quand même devin. Paul le poulpe, hein, quoi. En fait, beaucoup de coïncidences et des probabilités un peu biaisées. Il faut savoir que Paul a choisi 11 fois l'Allemagne, quasiment toujours la même boîte. Et les 2 autres drapeaux qu'il a désignés, Espagne et Serbie, se ressemblent beaucoup. En fait, les poulpes ne voient même pas les couleurs. Par contre, ils peuvent être attirés par les formes horizontales. Les motifs et la luminosité des drapeaux pourraient expliquer ces choix. Bon, voilà, on est clairement sur une petite démystification là. Bah si l'Allemagne avait été une mauvaise équipe, il l'aurait quand même choisi alors. C'est la théorie la plus probable, hein, même si on n'est pas sûr non plus à 100%. Mais bon, en tout cas, ça n'a pas empêché Paul de devenir une mascotte de l'événement. Et d'ailleurs, en vrai, il aurait influencé 2% des paris de la finale. Il aurait même fait gagner 600 000 € à ses adeptes. Et ça, c'est beau. On sait que c'est un peu bidon quand même le truc, mais ça n'empêche pas les humains, qui sont censés être plus intelligents que lui, de le suivre.
voyez, il y a une petite merde quelque part quand même. Alors bon, depuis, Paul est mort, parce que du coup, en vrai, les poulpes n'ont pas une très grande espérance de vie. Voilà, ils vivent en réalité que 2-3 ans. Mais même si lui, il est mort, il y a d'autres poulpes, du coup, des successeurs, on va dire, qui tentent, eux, de reproduire aussi cet exploit. Enfin, on essaye de leur faire reproduire, surtout. Tilicum, l'orque tueuse. Là, on continue dans le milieu aquatique, dans un delphinarium en Colombie-Britannique. Ah ouais, ce genre de parc aquatique qui séquestre des animaux marins? C'est ça, c'est un peu ça, voilà. Mais en fait, le 20 février 1991, le rapport de force va s'inverser. Là, en fait, on a une jeune dresseuse, Kelty Byrne, qui tombe dans un bassin en rangeant du matos. Sauf que dans l'eau se trouvent des orques. Et là, en quelques secondes, Tilicum, une orque mâle de 7 mètres et de 5 tonnes, se précipite sur Kelty et l'emporte vers le fond du bassin. Autant dire que la nana, elle a aucune chance, quoi. Là, il y a un des entraîneurs qui assiste à la scène et qui lui tend une perche pour essayer de la remonter. Et là, elle parvient à s'agripper et à remonter un peu. Et lui, en même temps, il crie à l'aide. Là, Kelty essaye d'attraper la perche, mais elle ne parvient pas à le faire. Et du coup, en vrai, l'orque ne fait que l'entraîner au fond. Et c'est ainsi que Kelty, qui de base est une étudiante de 20 ans, devient la toute première victime d'une orque en captivité. Et d'ailleurs, ce ne sera pas la dernière de Tilicum. Quoi? L'orque est resté dans le parc après ça? Le parc a dû fermer 1 an plus tard. Mais les orques, eux, ils ont été rachetés par un autre parc aquatique de Floride. Et c'est ainsi que, quelques années plus tard, le corps sans vie de Daniel Duke est retrouvé dans le bassin de Tilicum. Et là, les conditions sont quand même étranges. L'homme était sorti de prison 4 jours plus tôt. Et là, 4 jours après être sorti de sa prison, il s'est introduit dans le parc. Et là, petite particularité quand même, il fait nuit quand même, du coup le parc est fermé, mais le gars est totalement nu, parce qu'il a rangé soigneusement ses vêtements à côté du bassin. Là, les gens ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que le gars, il était venu pour se suicider? En vrai, on ne le saura pas. Mais en tout cas, ce que l'enquête dit, c'est que ce serait l'orque qui l'aurait tué, alors que lui se serait introduit dans son bassin. Bon là, ils vont faire quelque chose. En vrai, toujours pas, parce qu'en février 2010, Tilicum donne un énième spectacle. Et ce jour-là, l'orque obéit mal, car elle n'a pas reçu ses récompenses habituelles. Donc elle est peut-être un peu chafouin, quoi. Et du coup, à la fin de la représentation, devant tous les spectateurs, l'orque attrape Dawn Brancho, sa dresseuse, et en fait sa 3e victime. Et là, en fait, vous voyez, ça va très vite, mais ce qu'on sait, c'est que du coup, la 3e victime, du coup, a été retrouvée avec des os cassés, des blessures, des morsures un peu partout. Suite à ça, pendant 1 an, en fait, ils arrêtent d'utiliser l'orque. Du coup, ils la mettent à l'écart. Peut-être il y a un redressement, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais il n'en coûte que, 1 an plus tard, elle a refait des spectacles et il ne s'est rien passé jusqu'à son décès, qui est en l'occurrence une infection. Voilà, ça arrive. Les bilans, du coup, il y a eu 3 meurtres de la part de cet orque en, quand même, je le précise, 33 ans de captivité. Et d'ailleurs, en 2013, la CNN réalise carrément un documentaire sur l'animal qui s'appellera Blackfish. Bon, voilà pour l'histoire de cet orque. Quand vous allez écouter ça, et je pense vraiment il va y avoir 2 types d'avis qui pourraient être partagés. Peut-être qu'on se dit ouais, mais en fait elle était en captivité et puis elle était peut-être maltraitée, elle était stressée et du coup en vrai c'est pas si étonnant qu'il puisse y avoir des pépins. Et en même temps on se dit ouais, mais elle a quand même tué des gens, donc du coup c'est pas possible. Bon, je précise quand même, mais Tilicum, elle effectuait 8 spectacles par jour et 7 jours sur 7. Le bassin dans lequel elle était, sinon en temps normal, était minuscule et elle était collée à 2 autres orques. Donc elle n'était pas non plus dans un environnement hyper sain. Sachant qu'on sait que les orques sont parmi les animaux les plus intelligents de la planète. Vous ferez votre propre avis, on continue. Ourasi, le roi feignant. Cette fois-ci, direction la Normandie dans les années 80. Et là, on se retrouve dans un petit élevage où est né Ourasi, un poulain paresseux et lourdeau. Et là, pas de bol pour lui, mais c'est le seul poulain de l'année. Et bon, c'est un peu embêtant, mais en même temps, ses propriétaires, ils ont besoin d'argent. Et là, c'est un peu emmerdant pour eux, quand même. Ils voulaient avoir plein de chevaux, des trucs un peu plus vigoureux, mais non, ils ont juste un poulain paresseux et lourdeau. Mais ils le gardent. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et du coup, le temps passe, et à ces 2 ans, l'entraînement peut commencer. Et là, c'est une catastrophe, parce que Ourasi, il est distrait, il sème la panique dans les pelotons de chevaux, bref, tout est laborieux. Mais lors de ces 3 ans, retournement de situation, Ourasi est remarqué pour une fin de course spectaculaire. Et là, en vrai, les gens, ils se disent waouh. Et du coup, ça va assez loin puisqu'on propose carrément un chèque de 20 millions de francs aux éleveurs pour pouvoir racheter Ourasi. Là, les éleveurs, ils se font waouh, c'est incroyable, sachant que leur cheval, là, ce gros lourdeau, il n'a jamais rien gagné. Mais néanmoins, ils se disent c'est bizarre. Et ils vont refuser. Et à la place, ils vont demander à un certain Jean-René Goujon d'entraîner le cheval. Bon, voilà, il commence à faire le training avec le cheval et tout. Il y a quelques échecs, mais au bout d'un moment,
moment, il remporte sa première victoire. Et à partir de là, c'est pas ce qui s'est passé, mais rien ne va l'arrêter. Là, Hourassi va enchaîner les victoires et les offres de rachat se multiplient. Mais ce n'est pas seulement le talent d'Hourassi qui le rend célèbre, c'est aussi son comportement. Ce que je veux dire, c'est que Hourassi, il est têtu, il peut mordre et il méprise même les autres chevaux. Le gars, il est un peu hautain, quoi. Vous voyez, c'est un peu sa petite humeur, quoi. Et d'ailleurs, lors de l'entraînement, il ne fait que le minimum. Mais lorsqu'il est en course, il se montre conquérant. Il a envie de tout défoncer. Et d'ailleurs, même lors des courses, le cheval est un peu particulier. C'est-à-dire que, voilà, tous les chevaux vont courir, lui aussi, mais il va se la couler un peu douce. Il se laisse rattraper et tout. Et puis, à quelques centaines de mètres de l'arrivée, là, il met le turbo et il les dépasse tous et il gagne. Et d'où le surnom qu'on va lui donner, le roi fainéant. Et d'ailleurs, la légende de ce cheval français ne s'arrête toujours pas là. Parce que ce cher Hourassi, il remporte tous les grands prix internationaux. Il bat aussi des records du monde et sur les 60 courses dans sa carrière, eh bien, il en gagne 40, dont 22 consécutives. Abusé. Sachant que je rappelle que, vous voyez, dans une course sportive, il n'y a pas que 2 chevaux, hein, il y en a quand même un bon paquet. Mais vous voyez, le temps passe, et à un moment, Hourassi, il atteint les 10 ans. Et là, pour lui, ça va être l'âge limite pour le prix d'Amérique, qui est en fait la course hippique la plus prestigieuse au monde. Et pour lui, ça va être sa toute dernière chance de battre un dernier record, avant de prendre sa retraite. Et là, je vous la fais courte, mais non seulement Hourassi, il gagne la course, qui est donc la plus prestigieuse au monde, mais il la gagne pas qu'une fois, il la gagne 4 fois. Et parmi ces 4 fois, il aura le record du monde de rapidité. Donc, il va tout défoncer. Eh ben, c'est épique. Et ouais, le cheval, assez ouf, quoi. On aurait presque envie de voir un film Netflix sur le sujet. Mais en tout cas, maintenant, vous comprenez pourquoi ce cheval est aussi célèbre. Du coup, plus que vous, hein, hélas. D'ailleurs, en vrai, beaucoup de personnes le considèrent comme le meilleur cheval de tous les temps. L'âne Lolo. Eh bien, on termine cette bulle avec une dose d'humour. Et là, ce sera grâce à l'histoire insolite d'un âne qui devient précurseur malgré lui. Bon, au niveau de l'époque, on est en 1910, et là, on a un certain Roland d'Orgelès qui en a marre. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Et à l'époque, en fait, il y a plein de mouvements artistiques assez avant-gardistes et très récents qui sont en train de popper de tous les côtés. Par exemple, on a le cubisme, il y a même l'expressionnisme, et lui, il vit à Montmartre, en plein milieu de tout ça. Et clairement, ça le saoule. Eh ben, il est susceptible, ce mec. Oui, il est susceptible, et d'ailleurs, il vient d'avoir une idée. Et il va monter un prank pour se moquer de tous ces artistes. Et du coup, un petit matin, il appelle un huissier. Et là, il va acheter quelques carottes, une toile et de la peinture. Il va ensuite voir le père Frédé, qui est un voisin barbu, pour lui emprunter son âne. Et cet âne, il a un petit nom et il s'appelle Lolo. Et on va lui donner un nom d'artiste plus tard et ce sera Joachim Raphaël Boronale. Et là, du coup, Roland, il va faire un truc très simple. Il va prendre le pinceau, il va l'accrocher à la queue de l'âne. Il va mettre une toile blanche en face de la peinture. Et à chaque fois qu'il lui donnera une carotte, l'âne va remuer le pinceau de plaisir. Et du coup, il va peindre comme ça sa première œuvre. Là, tout cela est constaté par un huissier de justice parce que le gars, il veut faire les choses bien et qu'on lui dise pas que c'était du fake. Et d'ailleurs, il va même se faire prendre en photo avec ses potes, avec une coupe de champagne à la main. Et là, voilà, le tableau est fait. Et une fois que l'œuvre est terminée, Roland, il va appeler ce tableau « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique » et qui est donc signé Joachim Raphaël Boronale. Là, la peinture, c'est celle-là, magnifique. Waouh, c'est wow. En tout cas, le plus drôle dans cette histoire, c'est que suite à ça, Roland, il réussit à faire exposer le tableau au Salon des Indépendants en 1910. Bien sûr, il ne précise pas que ça a été un âne qui a fait le tableau. Ah ouais, il a vraiment réussi son coup. Et oui, et surtout que le gars, il est allé plus loin puisqu'il a écrit un article pour justifier le tableau. Et d'ailleurs, il va même inventer un faux mouvement artistique qui va s'appeler l'excessivisme. Voilà, histoire de bien montrer qu'il en a rien à foutre de tout ça, quoi. Mais en tout cas, c'est un pari réussi puisque la presse va parler du tableau. Et quelqu'un va même l'acheter pour 400 francs or, soit à peu près 3500 € aujourd'hui. Là, Roland, il prend la thune, mais il va la reverser à une association et il va révéler son canular dans un journal. Et sinon, l'âne, dans tout ça, il est devenu quoi ? En fait, à l'époque, les gens se foutaient un peu de Lolo, le nom de l'âne. Et lui, du coup, il est retourné porter des légumes dans Montmartre avec le père Frédé. Mais par contre, avec le temps, il est devenu, malgré lui, de plus en plus célèbre. Et par exemple, aujourd'hui, les historiens de l'art expliquent que l'un des premiers tableaux abstraits a été peint par un âne en 1910. Et d'ailleurs, ils comparent souvent cette anecdote avec celle de Marcel Duchamp, qui était un gars assez connu pour avoir juste mis un urinoir à l'envers et d'avoir dit que c'était de l'art. Bon, il a fait d'autres trucs, mais bon, on le connaît pour ça. Mais en tout cas, pour le fin mot de cette histoire, c'est que l'œuvre de Lolo, l'âne, est ressortie en 2016 pour une exposition au Grand Palais de Paris. Et là, faut quand même savoir que son œuvre, les coups de queue de l'âne, du coup, ont été exposés à côté de Rembrandt ou même Man Ray. Donc des gars qui avaient un peu plus de renommée, quoi. Et puis d'ailleurs, suite à ça, l'âne a eu des successeurs. Il y a eu Lolo 2 ou même Lolo 3. Quand même, cerise sur le gâteau, Roland et son âne Lolo ont réellement créé un nouveau mouvement d'art. Parce que malgré eux, ils sont précurseurs de la performance. Je sais pas s'il aurait aimé, sachant qu'il détestait tous ces foutus courants artistiques, mais bon, on peut dire qu'il a le mérite d'en avoir
initié 1. Et bien voilà pour ces animaux plus célèbres que vous, mais n'oubliez pas que finalement la renommée on s'en fout un petit peu puisque chacun écrit son propre destin. Waouh, c'est beau. Attends, je verse ma petite larme. Non, je vais pas attendre que tu pleures. En tout cas, si la vidéo vous a plu et que vous aimez les histoires, sachez que sur la chaîne Contes Féconds, on parle de pas mal d'entre elles, mais qui sont clairement plus flippantes. Sinon, moi c'est tout pour moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye la poisson. Et avant de partir, n'oubliez pas que si les gourdes Air Up vous intéressent, vous pouvez aller checker leur site, il y a un lien en description. Et il y a un petit code promo aussi qui peut faire plaisir. 15% de réduction sur toutes les gourdes avec le code promo. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à parler d'autres animaux en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.